À la une d'actualité ce soir, les prix des denrées de grande consommation connaissent une hausse vertigineuse au Burkina Faso. Depuis le mois de décembre 2016, tout a augmenté sur le marché, laissant un goût amer aux consommateurs, dépités et sans explication. Qu'est-ce qui explique cette flambée des prix? Les sont-ils efficaces? Sinon, comment peut-on expliquer cette anarchie sur les prix pratiqués? Le secrétaire général du ministère du Commerce est notre invité. Il viendra répondre à nos questions. Et puis le dossier de ce journal s'intéresse au boom des plaques solaires au Burkina Faso. Dans les quartiers périphériques de Ouagadougou où la Sonabel n'arrive pas à couvrir la demande d'électricité, de plus en plus les populations ont recours à l'énergie. Et dans certaines campagnes, on n'hésite pas à se tourner vers le solaire, ce qui porte un coup de pouce à certaines activités de divertissement. Constat à suivre dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Mais d'abord, avant de développer ces titres, la suite de la visite du président du Faso au marge du Forum international de développement, Roch-Marc Christian Kaboré a eu un bref entretien avec le président de Guinée-Conakry. Un entretien au cours duquel rien n'a filtré. Mais avant, le président du Faso a reçu une délégation d'hommes d'affaires africains. Ces derniers sont pour la plupart des présidents de chambres de commerce d'Afrique et sont allés parler de contributions du secteur privé dans la mise en œuvre des plans nationaux de développement des pays africains. Pour ces chefs d'entreprise, les Africains doivent d'abord compter sur leur force de développement économique. Roger Cam, Nathalie Kaoré. Les échanges entre le président du Faso et la délégation des présidents des chambres de commerce africaines ont porté sur le thème du 5e Forum international Afrique des vins. Ce thème est relatif aux stratégies à adopter par le secteur privé pour une croissance inclusive du continent africain. Nous avons très respectueusement rappelé notre disponibilité à son Excellence, Monsieur le Président de Burkina Faso, tant au niveau du continent et aussi et surtout au niveau sous-régional, à venir renforcer le développement qui a été prévu au niveau du Burkina Faso en ce qui concerne le programme qui a été adopté par les bailleurs de fonds. Je pense qu'avant de compter sur les forces externes, je crois que les Africains doivent d'abord compter sur leurs propres forces qui sont détenues par les chefs d'entreprise africains. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas investir nous-mêmes en Afrique, alors que nous avons quelquefois la capacité d'investir plus loin en Europe, aux États-Unis et en Asie. Selon les membres de la délégation, le président du Faso a tenu une oreille attentive à leur égard et les a exhortés à soutenir la mise en œuvre des programmes de développement de leurs pays respectifs. À la suite de la délégation des hommes d'affaires africains, Roch-Marc Christian Kaboré a eu un tête-à-tête avec son homologue de la Guinée-Conakry, Alpha Condé. Mais le contenu des échanges entre les deux hommes n'a pas été dévoilé à la presse. Et puis le président du Faso apporte les nouvelles fraîches du pays au Burkina et au Maroc, de la politique, la justice et les revendications sociales, sans oublier la sécurité et le PNDS. Plusieurs sujets majeurs abordés au cours des échanges. La synthèse avec Nathalie Kaoré et Roger Cam. À l'entame des échanges entre les Burkinabés du Maroc et le chef de l'État, celui-ci leur a fait le point sur la situation sociopolitique qui prévaut au Burkina Faso. Sur le volet politique, la Commission constitutionnelle s'apprête à partager ses propositions de passage à une 5e république aux Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur et le vote des Burkinabés de la diaspora sera effectif en 2020. Concernant la justice, le pouvoir en place s'est engagé pour un aboutissement rapide de tous les dossiers pendant en justice, un passage obligé pour parvenir à une réelle réconciliation nationale. Aussi bien les dossiers qui concernent Norbert Zongo, Thomas Sankara, les dossiers qui concernent l'insurrection populaire, puisqu'il y a également des morts, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le dossier aussi qui concerne le putsch, et l'ensemble de ces dossiers sont en cours d'examen puisque depuis la transition, l'ensemble de ces dossiers ont été réouverts. Vous savez, ce n'est pas qui est controversé au niveau du Burkina Faso. Ils disent, si nous voulons la paix, il faut libérer tout le monde, il faut qu'on fasse la réconciliation. Nous avons dit et répété qu'il ne peut pas y avoir de réconciliation s'il n'y a pas de vérité, de justice. Concernant le volet social, Roch-Marc Christian Kaboré indique que le dialogue entamé avec les partenaires sociaux a permis à ce jour la levée de la plupart des mots d'ordre de grève. Côté sécurité, un important déploiement militaire a été opéré pour faire face aux attaques terroristes dans le nord du pays.
Reste exposé, les Burkinabés du Maroc ont soumis au chef de l'État leurs doléances qui se résument à l'exemption du visa marocain, la création d'un cadre d'échange entre hommes d'affaires burkinabés et ceux basés au Maroc, les facilités d'accès aux bourses pour les étudiants et leur insertion professionnelle à l'issue de leur formation. À toutes ces doléances, Roch-Marc Christian Kaboré a apporté des réponses satisfaisantes. Et puis vraiment des réponses pointues dans le domaine de la santé, sur les questions sécuritaires, même l'action du franc CFA, bon, a priori qui ne devait pas être abordée ici, a été abordée et vraiment nous partons plus que satisfaits. Et ça a été une rencontre aussi pédagogique parce que le président a fait un préambule sur la situation au Faso, jusqu'à l'élaboration du PNDS et comment ce PNDS-là sera mis en œuvre. Le nombre de Burkinabés vivant au Maroc est estimé à milliers avec une forte proportion d'étudiants. En fonction de leurs compétences et de leur domaine d'activité, ils disent être disponibles pour accompagner les efforts de développement de leur pays. Pour aider les populations du Centre-Nord à faire face aux aléas climatiques, le Burkina Faso bénéficie de l'appui du Fonds international de développement agricole, ce qui lui a permis de mettre en œuvre un projet dénommé NER Tamba. Un projet qui a l'ambition de renforcer la résilience des ménages, des exploitations, mais aussi des villages face aux aléas climatiques. Et ce week-end, une mission de supervision du projet était sur le terrain. Qu'est-ce qu'a pu constater? Les réponses avec Adama Guiti et Adama Koulibaly. Nous sommes ici sur un site aménagé en cordon pierreux. Situé à Nungu dans la commune de Korsimoro, Ouagala Bourema qui exploite cette superficie a bénéficié de l'appui du projet NER Tamba. Toujours dans cette localité, un bas-fond sera aménagé cette année sur ce site situé dans le du Nakambe. À Basse-Coudray-Pelo, l'objectif est de récupérer mécaniquement environ 50 hectares de terre dégradées pour des fins pastorales. Cette mission conjointe de supervision gouvernement-FIDA a permis de constater la pertinence des actions. Il y a une très bonne participation des populations. On l'a vu à chaque fois qu'on a discuté avec les populations. Il y a une appropriation par les populations. Et je trouve très riche le fait de pouvoir rencontrer justement ces populations qui nous indiquent qu'effectivement nous sommes dans la bonne direction et que s'il y a des choses à modifier, nous sommes bien évidemment à l'écoute de ce genre de toutes suggestions qui permettraient d'améliorer encore les interventions du projet. Il a aussi été donné de voir au visage du jour la fabrication de fumure organique dont le compostage accéléré avec l'activateur Compost Plus qui permet d'avoir du compost de loin avec une réduction de la pénibilité de travail. Ce projet a ainsi plusieurs volets dans la région du Centre-Nord. Au titre de l'année 2017, nous prévoyons près de 300 hectares, 400 hectares de terre à récupérer, comme ce qu'on vient de voir. Il y a 30 hectares de périmètre maraîcher. Le projet NER Tamba intervient dans 3 régions de Burkina Faso. Il est financé à hauteur de 56 milliards de francs CFA par le FIDA, 10 milliards par l'État burkinabé, environ 5 milliards comme apport en nature des bénéficiaires. Et pour l'Organisation néerlandaise de développement SNV, il faut bien aider les organisations de la société civile OSC à mieux se structurer pour créer un environnement favorable au développement. Cela passe par le plaidoyer et la conviction de l'ONG SNV est que ces OSC pourront influencer les décideurs dans la prise en compte des vulnérables sur les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Et le titre du programme en dit long, Voix de changement. Explication, Draman Dadjan. La SNV et la société civile burkinabé prennent à bras le corps la question du développement à travers un nouveau programme. Voice for the Change Partnership, la voix pour le changement. 9 OSC intervenant dans le volet énergie renouvelable, sécurité alimentaire et nutritionnelle, résilience et pastoralisme ont été retenus dans le cadre de ce programme. On a lancé un appel à intérêt. Il y a plusieurs OSC qui ont postulé et on a vu leur expérience en plaidoyer à des activités qui sont déjà menées et leur engagement en fait, c'est surtout sur cette base. Et ce sont aussi des OSC qui sont assez grands. La représentation nationale a également sa pierre pour une mise en œuvre réussie du programme Voix pour le changement. Le changement alternatif dans l'optique et dans le dessein de permettre à ces populations qui seront concernées de pouvoir, en tout cas, avoir accès à la terre, avoir accès à l'énergie, avoir accès à la création de richesses dont la SNV et ses partenaires sont
est aux côtés du gouvernement burkinabé depuis 1970. Elle accompagne également tous ceux pour un développement durable. Et dans cette dynamique de développement, aucun effort n'est à négliger, surtout la contribution des femmes, celles qui investissent dans les premières journées portes ouvertes à aider. Il s'agit de donner de la visibilité aux entreprises et aux activités des femmes, mais pas seulement. Il faut bien qu'elles se rencontrent pour des expériences. Les premières journées d'entrepreneuriat féminin prévoient la communication, des visites terrain et des expositions. C'est une occasion pour ces femmes de partager leurs expériences, d'acquérir de nouvelles connaissances pour mieux envisager des pistes de développement de l'entrepreneuriat féminin au Burkina. On a trop d'activités socio-culturelles et économiques et il n'y a pas les journées de l'entrepreneuriat féminin. Pourtant, les femmes aujourd'hui... on compte 52% de la population et les femmes battent. Donc, il fallait des journées pour promouvoir nos entreprises, pour plus de visibilité, pour amener aussi le gouvernement à filer ses services professionnels. Femmes et chacun dans son domaine parlera de son expérience et comment est-ce que justement on peut faire profiter notre expérience aux Elle déjà mène des réflexions pour booster l'entrepreneuriat féminin. Et pour effectivement accompagner la qui tient à faire la proportion des femmes entrepreneurs de 21% en 2015 à 50% en 2020, nous avons tenu à accompagner la mise en place d'un mécanisme que nous sommes en train d'étudier pour mieux permettre aux femmes d'accéder aux facteurs de production. Les premières journées de l'entrepreneuriat féminin donnent l'occasion à la promotrice de mettre en place une base des entreprises féminines au Burkina Faso. Et en matière de femmes entreprenantes, le cas des productrices et transformatrices de tomates de Boussouma, une commune rurale près de Kaya, dans le nord, fait des études. Elles sont dans la production de tomates, une activité qui occupe environ 300 femmes. Dramandadian. Il midi dans le web, au milieu sauce tomate. De la pure tomate, l'association Femmes Actives de Boussouma, dans le Boulgou, en fait sa spécialité. Et c'est là, dans cette unité de transformation, que la tomate est lavée, bouillie et triturée pour être ensuite embouteillée. La tomate transformée ici, produite sur place par les maraîchers installés aux abords du fleuve Nakambé. Nous assistons donc les meilleures tomates sans autre apport, ce qui fait que le produit fini reste naturel. De la production à la transformation, l'activité occupe près de 300 femmes. Des femmes qui travaillent à être économiquement autonomes, ce qui est visiblement du goût de leur époux. Toute la population de Boussouma est très contente de ce que les femmes font, de la production de la tomate jusqu'à la transformation. Et cela révèle que le nom de Boussouma est ressorti partout. Cette activité de transformation de la tomate est génératrice de revenus. Et cela nous permet de contribuer à la gestion de la famille, la scolarité des enfants. Des centaines de bouteilles de purée de tomates sont produites au quotidien dans cette unité de fabrique, acquise grâce à un partenaire italien. Le slogan de ces femmes, produisons et consommons burkinabé. Mais hélas, 7 ans après, le marché demeure timide et ces tomates made in Boussouma attendent toujours preneurs. Un Boussouma peut en cacher un autre. Il s'agit plutôt de Boussouma dans le Boulgou et non Boussouma dans le centre-nord. Dans l'actualité ce soir, les prix des denrées alimentaires de grande consommation connaissent une hausse vertigineuse au Burkina. Depuis le mois de décembre 2016, tout a augmenté sur le marché, laissant un goût amer aux consommateurs dépités et sans explication. Constat avec Siedi Larienne et Zarissa Sanfo. Vie chère. Pour les consommateurs que nous rencontrons ce matin, jamais ce terme n'a autant répondu à son nom. Prix du riz, du pain, du sucre, de l'huile, du ciment. Bref, les prix des produits de grande consommation et même de ceux qui ne le sont pas sont à la hausse. Et pour les consommateurs, ces prix sont de nature à appauvrir davantage. En pareille situation, la pilule est amère à avaler. Maintenant, c'est l'enfer. À ce rythme, on va tous déserter cette ville.
Avant, je payais mon sac de riz à 17 500 francs CFA. Aujourd'hui, le même sac coûte 21 000 francs CFA. Lui là, on vendait ça, le litre à 750, maintenant ça venait jusqu'à 900. On vendait le kilo à 350, c'est devenu à 450. Personne ne sait à quel saint se vouer. Ni les consommateurs, ni les revendeurs qui ont accepté de se soumettre à nos questions n'ont pu nous donner une explication plausible de cette flambée des prix. Souvent, les importateurs nous expliquent du fait que sur le marché international, il y a peut-être des ruptures de certains produits qui font que les usines sont obligées d'augmenter les prix. Mais d'autre part aussi, ils expliquent du fait que les taxes douanières sont un peu élevées. C'est ça. Sinon, nous, on n'est pas des importateurs. Nous n'avons pas d'explication à cette flambée des prix, à moins de demander aux autorités. Consommateurs et revendeurs disent broyer du noir, qui pour vendre, qui pour acheter. Alors ils appellent à une explication claire de l'État, à défaut de trouver une solution pour qu'ils puissent manger à leur faim. Justement, le secrétaire général du ministère en charge du commerce est avec nous. Sibiri Sanou, bonsoir et merci de venir nous donner des explications. Bonsoir, M. Kindo. Question simple, M. Sanou. Qu'est-ce qui explique cette flambée des prix? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord, au nom de M. le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, vous remercier pour votre invitation et vous dire qu'effectivement, depuis 2011, il a été mis en place un cadre de concertation tripartite qui réunit effectivement le gouvernement, les opérateurs économiques et la société civile. Et en l'occurrence, les associations des consommateurs ainsi que les syndicats. Justement, ce cadre de concertation est né, et il faut le dire, dans un contexte bien particulier en 2011. Il s'agissait d'une période qui était caractérisée par une hausse, une flambée donc, des prix des produits de grande consommation. Et depuis lors, effectivement, donc, le cadre de concertation se réunit chaque fois que de besoins, et notamment chaque fois que la question effectivement, donc, du prix des produits de grande consommation se pose. Et pour revenir effectivement dans votre question, il est vrai que depuis un certain temps, nous avons effectivement observé qu'il y a, n'est-ce pas, donc, une certaine hausse du prix donc, des produits de grande consommation. Mais je voudrais dire qu'il faut peut-être relativiser effectivement donc, cette situation. Ce d'autant plus que lorsque nous sommes réunis au cours donc, de la 9e session du cadre de concertation tenue le 14 mars dernier, nous avons effectivement donc, fait une analyse comparative des prix effectivement, donc, des produits de grande consommation entre 2016 et 2017. La situation fait ressortir effectivement qu'au niveau d'un certain nombre de produits, notamment les céréales locales, il y a effectivement donc une hausse, ça c'est incontestable. Il s'agit notamment donc du petit mil et aussi donc du sorgho blanc. Mais en ce qui concerne donc les autres produits, notamment de fabrication locale, il faut reconnaître que même s'il y a des hausses, elles font vraiment donc légères. Et le cadre justement de concertation se réunit en vue de voir effectivement quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour juguler effectivement donc la situation et nous allons donc revenir sur la conclusion du cadre de concertation. Vos explications ne convainquent pas M. Sanou, d'autant plus que pour le consommateur, il s'attend simplement à voir lui être appliqué soit les anciens prix ou une baisse des prix. Or, ce qui est dit dans le reportage, on a des hausses sensibles de 100 francs, de 200 francs sur les prix. Oui. Et donc, il y a hausse des prix. Oui, non, c'est ce que je vous ai dit. Je ne conteste pas effectivement dans la hausse des prix, mais je dis qu'il faut relativiser parce que effectivement, lorsque nous remarquons le cas de concertation se réunit et les résultats effectivement donc de nos concertations révèlent effectivement que même s'il y a une hausse, évidemment la hausse n'est pas aussi élevée que cela. Et je prends un exemple. Si vous prenez par exemple le riz brisure, 25%, parce que nous avons donc des prix de produits de référence. En matière de riz, il y a plusieurs qualités. Nous ne pouvons pas prétendre effectivement donc contrôler effectivement le produit. Mais je dois aussi rappeler qu'effectivement il y a un texte qui réglemente effectivement donc les produits de grande consommation et qui sont soumis à contrôle. Ces produits sont au nombre de 21. Ce sont seulement ces produits effectivement qui font l'objet d'une réglementation. Dans ce sens, en ce qui concerne le riz,
c'est le riz brisure 25% qui est retenu par la réglementation. Et nous avons constaté qu'en 2016, ce prix était donc de 16 395 francs le sac de 50 kg. En 2017, ce prix est de 16 000 francs. En tout cas, les conclusions donc, du cadre de concertation l'ont fixé à 16 000 francs. Donc, vous voyez que la hausse n'est pas tellement élevée, en tout cas, parce qu'il s'agit d'un moyen de prix que nous faisons. Nous ne disons pas que c'est ce prix qui est effectivement valable sur l'ensemble du territoire. Parce qu'il s'agit donc de faire la moyenne donc, des prix qui prend donc, les prix les plus bas et les plus élevés. Et nous dégageons une moyenne, et c'est sur cette base que le cadre de concertation effectivement donc, dégage un prix que nous fixons au titre de 2017. Est-ce qu'il y a des contrôles sur ces prix? Sinon, comment on peut expliquer un peu cette disparité sur le marché? Oui, vous savez, au niveau donc, du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, nous avons effectivement une direction qui est la Direction générale du contrôle économique de la répression des fraudes. Nous avons également donc l'ABNOR, qui est l'agence burkinabé de la normalisation de la qualité et de la métrologie. Et nous avons donc la concurrence, comment on appelle, la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. Ce sont autant de structures qui veillent effectivement au respect des prix sur le marché. En dehors de ça, et je profite d'ailleurs de l'occasion pour féliciter et remercier aussi donc, nos forces de défense et de sécurité qui nous accompagnent en vue, n'est-ce pas, donc, du respect donc, des prix sur le marché. Autrement dit, effectivement, lorsque les prix font l'objet de contrôle, et s'il arrive qu'un opérateur économique effectivement, ne respecte pas effectivement, les prix, naturellement, il y a des sanctions qui en découlent. Nous lui appliquons les sanctions qu'il faut, mais il faut reconnaître que le ministère du Commerce aussi est limité. Nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, donc, au niveau donc, du pays à Ouagadougou, nous sommes à Bobo, et nous ne couvrons pas l'ensemble des régions du pays pour l'instant. Donc, autant d'aspects qui font, autant donc des raisons qui expliquent pourquoi aujourd'hui nous n'allons pas à couvrir donc l'ensemble du territoire national. Oui, sur le cas du ciment par exemple, il semble que rien n'a changé sur les nouveaux prix annoncés en pompe par le gouvernement. Voilà, qu'est-ce qui explique cela? Voilà, merci beaucoup M. Kindo. Et justement, je vous disais que le 14 mars dernier, nous avons effectivement tenu le cadre de concertation. Au cours effectivement donc, de cette session, je voudrais, avec votre autorisation, vous donner donc, les conclusions donc, qui en ressortent. Au niveau donc, du prix du riz brisure, le prix plafond, c'est-à-dire le prix maximum retenu est de 16 000 francs le sac de 50 kg. Pour les céréales locales, notamment le maïs, le sorgho, le petit mil, le maïs et le sorgho, font 15 500 francs le sac de 100 kg, autrement dit 155 francs le kilogramme. Mais il faut dire que pour ces céréales locales, c'est surtout la SONAGES qui est effectivement donc chargée donc de la mise à disposition de ce produit aux consommateurs. Nous avons les huiles alimentaires. L'huile alimentaire, le prix a été fixé désormais, le plafond, pour le litre à 825 francs et pour le bidon de 20 litres à 16 500 francs. Le sucre granulé, le prix est de 600 francs le kilogramme. Et le sucre en morceaux, le paquet est vendu à 750 francs. Une fois de plus, c'est des prix maximum, c'est-à-dire des prix plafonds. Pour le savon SN Citec, le savon numéro 1, le prix de savon numéro 1, qui était effectivement donc de 250 francs, a connu effectivement donc une légère hausse, ce d'autant plus que la SN Citec, qui était représentée au plus haut niveau par son directeur général, ils ont donné donc des explications au cadre de concertation en nous disant qu'effectivement le prix est de 260 francs CFA, la boule de numéro 1. En ce qui concerne le savon, la boule numéro 2, le prix est de 365 francs CFA au lieu de 350 francs. Et naturellement, le ciment, qui a fait l'objet d'une longue concertation avec le département du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, nous avons pu obtenir donc des cimentiers la baisse du prix et désormais, le sac de 50 kg coûte 5 000 francs CFA, soit 100 000 francs la tonne. Ça, c'est je crois que c'est quand même un résultat salutaire qu'il faut saluer parce que véritablement, le ciment aujourd'hui fait l'objet d'une utilisation massive, n'est-ce pas, au niveau donc, des consommateurs. Donc, M. Sanou, au sortir de cet entretien, qu'est-ce que le téléspectateur et le consommateur doit retenir? Qu'il va voir certainement les prix baisser ou il va continuer à subir la hausse? En principe, il ne va pas continuer à subir la hausse. Comme je l'ai dit, le ciment qui était vendu à près de 5 650 francs le sac coûtera désormais 5 000 francs CFA le sac. Ça, c'est un acquis.
En ce qui concerne le savon, je viens de donner des explications. Oui, le ciment. Le ciment, oui, c'est le ciment CPJ. Merci pour la précision. Il s'agit de ciment CPJ. Voilà, parce que c'est le ciment qui est réellement consommé par la plus grande partie de la population, mais il y a le ciment CPA qui n'a pas fait l'objet effectivement donc d'une discussion au niveau donc du cadre de concertation. Maintenant, je voulais aborder la question du pain. Effectivement, au niveau donc du reportage, nous avons, vous avez suivi depuis le début mars, il y a eu effectivement donc une hausse du prix donc de la baguette de pain de 180 grammes qui est passé donc à pas passé parce que finalement donc on a substitué donc avec le pain au pain donc de 200 grammes et finalement ça a suscité toutes les réactions possibles. Nous avons donc au niveau donc du cadre de concertation au regard de la sensibilité de la question de mettre en place un comité qui va effectivement donc analyser véritablement donc la structure des prix liés donc au prix du pain pour effectivement donc au bout d'une semaine dégager des résultats et que nous allons communiquer. Mais en attendant c'est le statu quo, c'est-à-dire qu'on doit normalement trouver sur la place du marché le pain de 180 grammes qui est vendu à 130 francs et le pain de 200 grammes qui est vendu à 150 francs. Merci à vous, M. Sibiri Sanou, d'être venu nous donner tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général en charge du ministère du Commerce. Merci. Et vous êtes venu intervenir sur la flambée des prix qui sont parfois inexplicables sur le marché burkinabé. Merci. En santé, bientôt, un nouveau guide national de prévention et de contrôle des infections. Le document est en examen à Ouagadougou. Une fois adopté, il doit permettre au personnel soignant de prévenir et contrôler les nouvelles infections. Qu'est-ce que cela va changer concrètement? On en parle avec Ibrahim Sombier et Aruna Maré. Les soins peuvent être source de contamination pour les patients et le personnel de santé. Pour éviter ces risques, l'ONG Djipaigo entend mettre ici à la disposition des établissements sanitaires un document de référence à la matière. Ce guide est en cours d'élaboration et doit être finalisé pour permettre à l'ensemble des agents de santé de pouvoir utiliser ce guide-là pour prévenir et contrôler les nouvelles infections qui peuvent découler de leurs prestations. De façon générale, avec ce guide, nous allons pouvoir prévenir et contrôler les infections nosocomiales en rapport avec les soins. Ce guide viendra donc renforcer les capacités des formations sanitaires dans le domaine de la prévention de l'infection en milieu de soins. Nous sommes ici pour que tous les acteurs de prévention et contrôle des infections s'approprient ce document et nous fassent des actions harmonisées pour qu'ensemble, ils sont donnés, prodigués des soins de bonne qualité. L'élaboration des programmes de prévention et le contrôle de l'infection associée aux soins est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le guide qui sera validé à l'issue des travaux a été financé par le Centre de contrôle et de prévention des maladies basé à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. Et puis les femmes du ministère de la Communication veulent avoir le cœur net sur le cancer du col de l'utérus. Elles se sont prêtées à une séance de dépistage ce vendredi, un geste qui permet de prévenir la maladie. Mariam Dao, Mounira Kéré. Une conférence publique sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Pas question pour les femmes du ministère de la Communication de se laisser surprendre par le cancer. Elles reçoivent ici toutes les informations pour prévenir ce mal qui endeuille des centaines de familles chaque année. Quand on prend un cancer comme le cancer du col de l'utérus, dans 90% des cas, quand on fait le diagnostic, c'est déjà trop tard. Nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça l'importance de ce dépistage-là, en fait, pour éviter justement de voir ces cas inopérables, ces cas dépassés, où la prise en charge est pratiquement, je ne dirais pas impossible, mais en tout cas est très limitée dans notre contexte de Burkina. Je pense qu'il faut féliciter les différentes mutuelles de la communication et toutes les femmes qui y travaillent, qui ont accepté donc cette initiative-là. Il est important de se rappeler que les cancers qui touchent la femme sont de plus en plus nombreux et que, comme a dit le professeur Lankwane dans son propos, ça touche toutes les couches sociales. Cette conférence sur le cancer du sein et du col de l'utérus s'inscrit dans le cadre des 48 heures des femmes du ministère de la Communication. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'orée de la journée de la femme? C'est ainsi qu'on a retenu les 48 heures de la femme et qu'aujourd'hui, c'est pour le premier point, une conférence, un dépistage sur le col de l'utérus. Demain également, il y aura une rencontre avec le ministre lui-même pour ensemble encore discuter et quelles difficultés nous rencontrons dans ce métier. En attendant, le premier responsable du département de la communication souhaite que ces femmes soient des relais
pour encourager d'autres femmes à se faire dépister. Et puis le dossier de ce journal s'intéresse au boom des plaques solaires au Burkina Faso, dans les quartiers périphériques de Ouagadougou où la Sonabel n'arrive pas à couvrir la demande d'électricité. De plus en plus de populations ont recours à l'énergie solaire. Et dans la campagne, on n'hésite pas à se tourner vers le solaire, ce qui porte un coup de pouce à certaines activités de divertissement. Constat avec Salif Belem et Oumar Zombré. Wayen, un village situé à une soixantaine de kilomètres de Ouagadougou, sur l'axe Ouagadougou-Fada. Ici, pas un seul poteau électrique à la ronde, mais sur presque tous les toits, il y a des plaques solaires. Et si elles ne sont pas sur les toits, c'est qu'elles sont alors en bas, toujours bien orientées pour un bon bain de soleil. À Wayen, le solaire, c'est la solution miracle contre l'obscurité à la nuit tombée. Avant, on n'a pas... Moi, quand il fait chaud, on utilise les torches pour utiliser. Et maintenant, comme avec les plaques solaires, là, chaque soir, on peut avoir de l'éclairage partout. Avant, nous étions dans le noir et nous vendions à l'air des torches à main. Après cela, nous avons connu les dynamomètres et aujourd'hui, nous les avons laissés tomber au profit des plaques solaires. Amidou Kafando est coiffeur de métier. Avant, il utilisait des outils rudimentaires pour coiffer ses clients. Aujourd'hui, grâce à un panneau solaire, une batterie et quelques prises, son salon s'est un peu modernisé et sa capacité de travail décuplée. Avant, je me travaillais avec ciseaux. Il y avait une machine qui a plusieurs dents comme ça. C'est là qu'on appuie, que les cheveux s'enlèvent un peu, jusqu'à la fin. Et réellement, je travaille en plaque solaire. Maintenant, j'utilise avec cette machine. Dès aujourd'hui, maintenant, je peux travailler là où je veux. Une journée comme ça, je peux coiffer. 20 ou 30 comme ça, des ans. Dans ce village, la technologie du solaire semble être à la portée de tous. Domicile, boutique, salon de coiffure ou de couture, bar dancing, ici, tout est alimenté par le soleil. Des nouvelles sonorités musicales aux dernières informations télévisuelles, plus rien n'échappe désormais aux habitants de Wayen. Le solaire a complètement bouleversé le mode de vie et l'économie des villageois. Le solaire a changé notre vie. Depuis que nous avons installé les plaques solaires, nous pouvons regarder la télé et nous informer sur tout ce qui se passe dans le pays sans avoir à nous déplacer. Nous utilisons avec des plaques solaires comme ça, jusqu'à 0h, 23h, ou soit, ça dépend des clients. À Wayen, tous les utilisateurs de panneaux solaires reconnaissent les avantages de cette énergie verte sans facture à la fin du mois. Une énergie qui n'a besoin que du soleil et ça, le Burkina Faso en a à profusion. La deuxième édition du Salon international du design textile africain ou Damfani Fashion Week se tiendra du 25 mars au 1er avril prochain. Les organisateurs étaient face à la presse pour fournir des détails à Haruna Mari. La crème du textile africain sera encore à l'honneur du 25 mars au 1er avril prochain. Ce rendez-vous dédié à la promotion du label Faso Damfani verra la participation d'une dizaine de pays africains. Après la tenue de la première édition sur l'avenue Kwame Nkrumah, le Damfani Fashion Week, deuxième édition, se déporte cette fois-ci au Musée national. C'est l'information livrée ici à la presse par le comité d'organisation du Salon international de design textile africain de Ouagadougou, Sidi Tao. On aura le pain du Burkina Faso venu de toutes les régions qui sera exposé ici. Le Damfani, quoi qu'on dise, il y a la qualité, mais il y a des exigences et il faut qu'on forme toujours et encore. Donc il y a des ateliers de formation en teinture, en tissage, en teinture et en design créativité. Et il y a également les défilés de mode parce qu'il faut donner à voir ce que les créateurs de mode nous proposent. Pour donner une plus-value au coton africain, le Damfani Fashion Week porte cette année la réflexion sur la question de la transformation de l'or blanc. Et une rencontre de haut niveau se tiendra également au même moment à Ouagadougou sur le Cost Coton. Le Damfani Fashion Week cette année va croiser le Cost Coton qui est ce programme important de l'ACP Union européenne sur le coton. Donc toute la partie conférence, débat, panel, c'est le Cost Coton qui va le faire. Cette deuxième édition a choisi de mettre en exergue la décoration intérieure avec le textile africain. Une semaine durant, la créativité des acteurs de la chaîne de coton sera exposée dans la capitale burkinabé.
Et puis en culture, Sibi Zongo est un musicien qui joue le roudga, le violon mwaga. À Koudougou où il vit, sa mélodie a bercé bien d'oreilles au Burkina Faso et dans le monde entier. Son portrait avec Haruna Mari. Sibi Zongo, un nom et une passion pour le roudga. Cet handicapé visuel de naissance s'est laissé emballer dès son jeune âge par le roudga, un instrument de musique traditionnelle que jouait son oncle à l'époque. À maître, c'est lui d'ailleurs qui a initié l'élève à la musique. C'est un instrument fabriqué à partir de la peau de mouton et de la queue de cheval. C'est ça qui donne la mélodie qui accompagne ma voix. Ce n'est pas compliqué pour celui qui veut apprendre à le jouer. Si tu t'appliques, tu peux y arriver. Au palais du Moro Naba, il y a des joueurs de roudga, mais eux ne sont pas handicapés visuels. Jouer au roudga n'est pas que l'apanage des personnes vivant avec un handicap visuel, nous signifie Sibi Zongo. Il estime que son handicap ne constitue pas un frein à son inspiration. Une réalité partagée par Louise, la première fille de l'artiste qui écoute la mélodie du père avec beaucoup d'enthousiasme et ce depuis son enfance. Je suis très heureuse de le voir jouer parce que ça me donne la joie. Et puis, il nous montre comment la tradition était. Sibi Zongo est aussi le président des handicapés visuels de sa province. L'homme concilie donc musique et vie associative. Il a passé quelques mois à s'initier au braille, mais l'artiste compose toujours ses chansons dans sa tête. Pas de support écrit comme aide-mémoire. Et pour lui, le roudga a toute sa place dans la musique. C'est moi-même qui le fabrique avec de la peau que j'achète au marché. Je joue à l'occasion de certaines cérémonies. C'est le roudga qui donne la tonalité de la chanson avant ma voix. Il y en a de plusieurs sortes. Certains sont petits, d'autres grands et donnent toujours des mélodies différentes. Après plus de 35 ans de carrière et faute de moyens soutient-il, l'homme ne dispose pas encore d'une œuvre musicale à son nom. Une œuvre dans laquelle l'artiste pourra consigner sa passion pour qui veut la vivre ou la savourer. En sport, la tempête orange n'a pas pu emporter l'USMA d'Alger. La remontata promise par le RCK pour ce match de retour des 16e de finale de la Ligue africaine n'est pas allée au bout. Malgré la victoire de l'équipe burkinabé 1-0, le but du RCK en image. Abouaka Traoré qui va jouer une touche de balle. Il faut aller, voilà maintenant Silla. Silla, très bien joué tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Il faut récupérer, frapper, but! Mohamed Kaya, celui qui vient de rentrer. Ouais, du pied gauche. Après une passe d'arme. Alors la surface de réparation de l'USMA. Extérieur, pied gauche. Abdoul Kenge, non. Mohamed Kaya qui ouvre le score ici. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.